Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insaf El Hassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëva, fondatrice de Mon Budget Bento. Maëva, c'est l'amie qui veut du bien à vos finances. Elle a créé et anime depuis 3 ans maintenant l'univers Mon Budget Bento, un compte Instagram qui propose du contenu et des outils pour prendre soin de votre argent et qui compte aujourd'hui plus de 60 000 abonnés. Maëva est également une autrice à succès puisqu'elle a écrit 2 ouvrages, toujours sur la question de la gestion des finances, Mon budget sur pilote automatique, qui s'est écoulé à plus de 7 700 exemplaires, et un carnet pour gérer son argent sans prise de tête. Contenu digital, livres, live et ateliers, tout ça pour le plus grand bien de nos finances. Pourtant, 2 questions subsistent. Qui est Maëva? Et surtout, qu'est-ce qui fait marcher Maëva? Eh bien, buckle up, parce que vous allez le découvrir incessamment sous peu dans cet épisode. Bonjour Maëva. Bonjour, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va bien, je suis très contente d'être enfin avec toi. Alors, pas forcément sur le podcast parce qu'on avait essayé de se voir dans la vraie vie. Malheureusement, les agendas, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis d'autant plus ravie, Maëva, parce que comme on se le disait en off tout à l'heure, ça fait un moment qu'on se court un peu après et qu'on essaie de se voir et c'était compliqué de concrétiser tout ça. Du coup, je suis ravie qu'on le fasse déjà virtuellement avec cet épisode de podcast et qu'on ira un peu plus loin après. Top. Alors, Maëva, tu es à la fois très publique et très secrète. Sans rentrer dans ton intimité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ce qui t'a amené à créer Mon Budget Bento pour commencer? Alors, déjà, la première chose qui est très importante à savoir, qui n'était pas dans ma bio, c'est que j'ai un travail. Je suis salariée, je suis commerciale grand compte, dans la tech avec un client, dans l'automobile et donc ça, c'est ce qui occupe, la plus grande partie de mon temps et donc tout ce que je fais autour de mon budget bento, c'est vraiment à côté, parce que souvent on me demande: «Mais est-ce que tu fais quelque chose à côté d'Instagram?» et je dis toujours: «Non, mais en fait, c'est Instagram mon à côté». Donc ça, c'est le truc le plus important et après, qu'est-ce qui m'a amené à faire, mon budget bento? En vrai, c'est parti de 2 choses. La première, c'est la plus anecdotique. Avec mon frère, on discutait, voilà, budget et cetera et il me disait: «Mais Maëva, pour toi, c'est facile de gérer ton argent et cetera, mais c'est pas logique comme ça pour tout le monde» et il me dit en rigolant: «Tu qu'à écrire un livre, comme ça tu vas expliquer aux gens, comment faire» et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris au mot et j'ai écrit le livre et du coup, une fois que j'avais écrit le livre, parce que moi, bon, j'ai quand même fait une école de commerce, j'ai un background marketing, je me suis dit: «Oui, mais en fait, Maëva, si tu as écrit un livre, c'est bien, mais il y a personne qui va taper dans Amazon livre de Maëva». Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je me suis dit: «Ça serait bien que je fasse un compte Instagram» parce que, c'était le seul réseau social, que j'utilisais et aussi ce qui est l'avantage avec Instagram, c'est que tu es limité dans le nombre de caractères. Donc contrairement avec tout ce qui est blog ou même Facebook où tu peux écrire des tartines et des tartines, là, tu es obligée d'être très concise et du coup, ça permet aux gens aussi d'avoir petit bout par petit bout de plus en plus d'informations. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traction, beaucoup de gens qui étaient intéressés, c'est là que j'ai vraiment commencé, je me suis dit: «Ah fin de compte, si ça intéresse les gens» et me voici 3 ans plus tard, à ton micro. Et oui, oui, ça intéresse, clairement les gens et merci d'avoir précisé que tu étais salariée, Maëva, parce que, les gens qui te suivent, sur Instagram, savent que tu es salariée, parce qu'évidemment tu t'en parles, tu es très vocale là-dessus. Mais c'est aussi important, tu sais, moi, mon objectif avec Ma Juste Valeur et ce podcast, c'est montrer
voilà, des parcours de femmes qui ne s'arrêtent pas, juste, qui se dépassent et qui dépassent leurs limites. Et en fait, ce qui est bien avec toi, c'est sans que ce soit une limite que tu aies forcément dépassée, mais en fait, tu t'es pas arrêté au fait que tu étais déjà salarié pour créer ton compte Instagram et pour voilà, proposer tes connaissances sur le sujet. Tu as vraiment décidé d'y aller et tu t'es pas arrêté à ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au fait de leur activité et qui, voilà, ils vont jamais au bout de leur rêve, en fait, sans que ce soit un rêve, mais d'un projet. Donc, c'est Ouais, cool. même un projet, ouais, comme tu dis, des fois, c'est pas besoin d'être genre une grande passion. Il y a des personnes qui me demandent: «Ouais, est-ce que ça te passionne, les finances et tout?» Et à chaque fois, je dis: «Non» et les gens ils disent: «Mais ça te passionne pas et tu parles?» Je dis: «Bah, oui, parce que c'est intéressant, mais c'est pas pour autant, le soir quand je vais me coucher, je suis pas en train de réfléchir: "Ah, quel est le prochain ETF que je vais acheter?" Tu vois? Et c'est d'autant plus intéressant, tu vois, parce que la plupart du temps, les personnes hésitent à lancer un side business. Ils attendent soit d'être à la retraite, soit d'avoir complètement du temps. Enfin, tu vois, ils attendent toujours les meilleures dispositions possibles et ils se disent le jour où je serai à ce stade-là, je pourrais lancer un side business. Et en fait, non, toi, t'as Ça pas. n'arrive jamais. Et c'est bien, tu vois. Et du coup, c'est important aussi de le dire et de le montrer, etc. et d'en parler. Parce que, en fait, les gens, tu peux pas devenir ce que, ou être ce que tu vois pas, en fait. Plus tu vois des gens faire et plus tu t'autorises toi-même à le faire. Non, mais c'est clair. Mais tu sais, moi, le jour où, moi, j'étais comme ça avant, mais quand je dis avant, c'était quand j'étais vraiment très jeune. Parce que, bah, moi, mon fils, je l'ai eu à 22 ans, mais c'était pas au programme à la base. Moi, j'étais vraiment en mode, «Oui, il faut que j'ai mon permis, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une maison, faut» enfin, tu sais, le schéma, voilà, classique, habituel et cetera. Puis moi, comme je suis très, j'ai des idées très tranchées, tu vois? C'était vraiment ça, fallait que tout soit carré et tout. Et puis bon, je tombe enceinte au milieu de mes études, donc du coup, j'avais mon permis, je venais de l'avoir, Ça va? Tu pouvais voilà, régler ça de ta liste? mais j'avais pas de voiture, j'avais pas d'appart, j'avais rien, tu vois? Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit: «Mais en vrai, est-ce qu'il y a un moment idéal pour avoir un enfant?» Bon, sachant que j'avais déjà un bac+3, tu vois? J'avais déjà mon diplôme et cetera, et puis je me suis dit qu'en fin de compte, non. Beh, j'ai continué, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il est là, et puis il est toujours là d'ailleurs, un grand garçon, très intelligent, donc voilà, des fois ça sert à rien de chercher le bon moment. Des fois, il faut juste, s'écouter et quand, on se dit: «Bah, c'est bon, on y va», en fait, pas besoin de cocher toutes les cases. Ouais, se lancer et puis y aller, comme tu dis si bien, hein, il y a pas de moment idéal, pour faire les choses. Il faut juste se lancer et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. De toute façon, rien n'est toujours parfait, et ne sera jamais parfait, ni, jour 1 ni jour 3800. Voilà, exactement. Donc, on en sait un peu plus sur toi. Je vais continuer à creuser. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, mon objectif avec ce podcast, c'est vraiment de proposer à mes auditrices et mes auditeurs des modèles de femmes qui ont su faire sauter les verrous du tabou de l'argent. Ce que tu sembles avoir réussi à faire. Ce qui m'intéresserait de découvrir dans cet épisode avec toi, c'est comment est-ce que tu es arrivé à faire ça? Est-ce que c'est ton éducation familiale qui fait que voilà, on t'a transmis une certaine éducation financière et du coup, c'était plutôt instinctif pour toi? Ou est-ce que c'est ton éducation personnelle, ce que tu t'es forgé toi-même? Comment tu as réussi finalement à te construire cette éducation qui a fait qu'aujourd'hui, ben, tu as des connaissances qui sont certaines et qui te permettent de les partager aux autres? Alors non, j'ai pas eu d'éducation financière. Si mon père écoute, papa, si tu écoutes cette émission, je suis désolée, mais tu es un panier percé. Voilà, ça c'est Donc fait. Joyeux Noël. voilà. Déjà, moi, j'étais dans une famille un peu spéciale dans le sens où moi, ma mère, elle est décédée quand j'étais petite, donc j'ai été élevée par mon père. Donc déjà, j'avais pas ce truc, tu sais, la dualité, père, mère et peut-être, il y a le père qui gère comme ça, la mère qui gère comme ça et tu as 2 exemples. Moi, j'avais que mon père, tu vois? Et lui, sa philosophie, même si j'ai quand même gardé une partie de sa philosophie parce que lui, sa philosophie, en fait, il a perdu sa femme tellement jeune que pour lui, ça a été un peu un genre de traumatisme. Il s'est dit: «En fait, la vie, elle est trop courte». Mais pour une vraie raison, pas juste, parce que j'ai envie de kiffer sur les réseaux, tu vois? C'est parce qu'il s'est dit: «Bah, en fait, ma femme, elle est morte à 30 ans». Ça veut dire, en gros, rien n'est garanti dans la vie. Donc lui, son truc, c'est plutôt de profiter, de voyager et cetera. Et moi, j'ai ce truc-là, tu vois? J'adore voyager, j'adore profiter. Je suis pas du tout partie, par exemple, on me demande des fois: «Oui, qu'est-ce que tu penses du mouvement FIRE et tout?» Je dis: «Ah bah, c'est bien pour eux, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait, de me priver, pendant 20 ans pour profiter, non, en fait, moi, dans ma balance, faut toujours qu'il y ait une partie, kiff, en fait. Et donc du coup, mon éducation financière, ben, je l'ai faite parce que je suis très curieuse. Je suis très, très, très curieuse sur plein, plein, plein de sujets, sur le jardinage, sur la peinture, sur des trucs qui n'ont rien à voir. Tu sais, les personnes qui ont 50 onglets ouverts là dans leur, dans leur browser, ça c'est moi, tu vois? Parce que je vois un mot, je connais pas, je vais chercher, puis voilà. Et puis après, bah, j'ai fait une école de commerce.
Donc forcément, en école de commerce, l'avantage bon moi je viens de banlieue, je viens du 95, je viens pas d'un milieu, aisé ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai découvert aussi un nouvel univers avec ses avantages et ses inconvénients, tu vois? Et donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir, de savoir. Et puis après quand je suis rentrée dans le monde du travail avec mon bagage d'école de commerce, je suis rentrée encore dans un autre univers ou, je vais juste te donner, une anecdote. Ma responsable, tu sais, le premier mois où j'ai commencé à travailler, juste pour le contexte, moi j'étais apprentie avec un enfant en bas âge, donc je roulais pas sur l'or. Tu vois? J'étais pas pauvre, je vivais, normalement, mais je faisais pas des grands trucs puisque le père de mon fils, il gagnait un SMIC plus et moi j'étais, en dessous du SMIC parce que j'étais apprentie. Et donc là, je commence à travailler, j'ai mon premier vrai salaire, mais je l'ai pas encore touché et je demande à mon responsable: «C'est quel jour qu'on touche le salaire?» Tu vois? Et elle me répond quelque chose qui était incroyable pour moi, elle m'a dit: «Je ne sais pas» et en fait, là, je me suis dit: «Attends, il y a des gens qui ne se posent pas la question de savoir c'est quel jour que la paye elle est virée. Quand je suis entrée dans ma boîte, il y a plein de trucs qui ont sauté. Par exemple, ça c'est une anecdote, bon les gens qui me suivent, je l'ai déjà expliqué 15 000 fois. Quand j'étais plus jeune, j'avais, une connaissance qui était acheteuse et elle gagnait 35 000 € par an, 35K, c'était ça son Mhm. brut et quand elle m'avait dit ça, bon moi j'étais petite apprentie et tout, moi je gagnais, mes petits 1 000 €, difficilement 1 000, on va dire, j'étais à 900 quelque chose euros par mois et elle me dit: «Ouais, je gagne 35K» et moi, je m'étais dit: «Ah ouais, 35K et tout, truc de ouf et tout, le jour où je touche cette paie, je serai au top», tu La vois? reine du pétrole, ouais. Et quand je suis rentrée dans ma boîte, j'ai été embauchée à 35K et donc là, c'est là que j'ai compris, je me suis dit: «Ah mais mince». En fait, tu vois, en moins d'un mois, j'ai compris que 35K, c'est un salaire de stagiaire, entre guillemets. Quand je dis Ah salaire de ouais, en stagiaire, cas de c'est junior, quoi. voilà, de junior qui vient de sortir de son école de commerce. Il y a des gens, qui ne savent pas quel jour tombe la paye Tellement tellement ils ont d'argent. tellement ils ont d'argent. Au bout d'un moment, j'ai même fini par comprendre, ça c'était pas dans le premier mois, le premier mois, c'est les 2 premiers trucs que j'ai compris, qu'il y a des gens qui sont salariés et qui ont des salaires à 6 chiffres. Et moi, je croyais que pour moi, dans ma tête, c'était que les pilotes d'avion qui gagnaient ça, comme salaire. Pourquoi pilote d'avion? Je sais pas, je sais pas, peut-être comme j'aimais bien voyager, je sais pas, j'avais dû voir un truc qui te montrait, tu sais, les différents métiers avec les salaires et puis tu voyais un truc où on voyait qu'un pilote pouvait gagner 100 000 € par an, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué et moi, je m'étais dit: «Ah mais je serai jamais pilote d'avion», donc tu vois, pour moi, c'était des salaires, genre mais que pour, des méga boss, des trucs comme ça. Mmh. En étant exposée, c'est l'exposition qui m'a permis, en fait, de faire sauter certains verrous. Moi, tu vois, par exemple, en plus, j'adore le nom de ton podcast, Ma Juste Valeur. Quand j'étais étudiante et que j'ai postulé à mon job, mon premier job, le prix, c'était entre 30, enfin le prix, pas le prix, le salaire, c'était entre 30 et 40. Et donc moi, bien sûr, en bonne petite élève qui sort d'école, qui a tellement peur de faire des vagues, j'ai dit: «Bon, ben, je vais demander la moitié» et pour moi, j'étais déjà genre audacieuse. Tu déjà badass. Ouais, j'étais grave badass. Attention, poussez-vous. Parce que j'ai demandé la moitié, tu vois? Alors que franchement, qu'est-ce qui m'empêchait de demander 40? Au pire, Même s'ils 42. pensaient ouais, au pire, même s'ils pensaient que, bah, je valais pas 40 parce que je sortais d'école, ils auraient su me le dire. Mais bon, à l'époque, moi, voilà, comme je t'ai dit, je viens pas d'un milieu où il y a des gens qui sont cadres dans les grandes entreprises et cetera. Donc tout ce qui est négociation de salaire et cetera, c'est des choses que je connaissais pas du tout. J'étais vraiment, pour le coup, j'étais vierge. C'est intéressant ce que tu dis, Maëva, parce qu'en fait, ça me parle beaucoup, hein, parce que moi, comme toi, on est vraiment des femmes qui sont à l'intersection de beaucoup de choses. Déjà, on est des femmes, donc il y a une certaine éducation de femmes qu'on a reçue, qui est Alors moi, non, comprise. pour le coup, je pourrais faire un petit Intéressant. Moi aussi, un peu moins, mais en fait, même si dans la sphère privée, mon éducation avec mes parents faisait qu'ils m'ont vachement empouvoiré, surtout mon père, sur la question d'argent, autant, si tu veux, il y avait un peu une dissonance cognitive. Ce que j'entendais à la maison, c'était pas complètement la même chose que j'entendais dans l'espace public, notamment à l'école, etc. Donc, il y avait ça. Et puis, donc, le fait qu'on ait des femmes, et donc, il y a, malgré tout, il y a plusieurs degrés d'intensité, mais il y a quand même une condition sociale qui vient, et qui est là et qui est certaine. Mais surtout, on est issu de l'immigration. Donc, quand tu es issu de l'immigration, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois asiatique, que peu importe l'immigration de laquelle tu viens, on est dans une société qui te fait croire que si tu es femme plus immigrée, déjà, si on veut te payer, c'est déjà une bonne chose. Et déjà, si on veut te payer pour faire autre chose que nettoyer les toilettes, c'est déjà pas mal et tu dis merci. Donc déjà, sortir de là, c'est un vrai blocage, hein, c'est un vrai verrou. Donc déjà, quand tu as un job où tu es cadre, où tu es arrivé à faire des études, ou en plus où tu es payé plutôt pas mal, vraiment, tu as le sentiment d'être la reine du pétrole. Et tu te dis finalement,
Je suis arrivée, c'est la ligne d'arrivée, je suis arrivée au bout. Je peux pas plus parce que le plus, en fait, on me le donnera pas. Donc, c'est même pas la peine que je le demande. Donc, c'est vrai que ton expérience, elle me parle beaucoup. Elle va me parler d'autant plus parce que ma deuxième question, elle est en rapport avec ton mindset. On sait que l'argent, voilà, ça a vraiment beaucoup à voir avec ton état d'esprit. Comment tu perçois ta valeur en tant que personne, quand tu es salarié, évidemment, mais comment tu perçois aussi la valeur argent. Et évidemment, on s'aperçoit que quand tu es une femme à plusieurs intersections, ou quand tu es un homme aussi à plusieurs intersections, en tout cas, si t'es pas, et même des fois, hein, quand tu es un homme blanc de plus de 50 ans, ou peu importe, si voilà, tu coches toutes les cases qui font que tu devrais, normalement, sur le papier, avoir une relation qui est hyper saine et hyper affûtée sur l'argent, bah, tu l'as pas forcément. En tout cas, tout ça pour te poser comme question, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à développer un état d'esprit sur l'argent qui t'a permis, un, de pouvoir t'emparer du sujet dans ta sphère privée et ensuite de pouvoir partager tout ça dans la sphère publique. Et en termes de mindset, ça c'est la troisième mini-question dans la grande question, qu'est-ce qui fait la différence chez toi en termes de mindset sur les questions d'argent? Alors là, on pourrait faire 1 heure sur cette seule question. Alors, vous Alors avez 40 minutes. alors le 1er point, j'ai envie de dire, alors moi, mon père, il travaillait au Méridien. Je sais pas si tu connais le Méridien? Non. C'est une chaîne, ça fait partie, c'est des grands hôtels, enfin grands hôtels, hôtels style business, je sais pas si tu vois Sheraton, par exemple, c'est à peu Ouais, près carrément, le ouais. même style, tu vois? Et en fait, moi, quand j'étais petite, je partais en vacances dans des hôtels comme ça. Je partais au Sheraton et cetera parce que mon père travaillait là-bas, donc nous, quand on partait au Sheraton, on payait pas le tarif que payaient, tu vois, les clients russes, de New York, je sais pas quoi, américains et cetera. Nous, on payait le prix, d'un Formule 1 parce qu'on avait les tarifs, Ouais, vous aviez des tarifs, salariés. voilà, salariés, ouais. Voilà, tu vois? Et donc du coup, moi, j'ai toujours eu ce truc, tu sais, je me suis toujours sentie genre un peu princesse, si tu vois ce que je veux dire? Tu as été, voilà, confrontée au luxe dès ton plus jeune âge et du coup, Voilà, tu tu vois? Et ne moi, peux pour moi, rien. c'est des trucs normaux de voyager dans des beaux pays, aller à Tahiti, aller au Seychelles. Mon père, c'est vraiment un fanatique de voyage, tu vois? Donc moi, pour moi, déjà, j'ai jamais eu ce truc-là de: «Ah, je mérite pas, des belles choses». Tu vois? Mon père, il nous a beaucoup gâtés. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais tu sais, par exemple, comment tu appelles ça? Les appareils numériques au début quand ça venait de sortir, parce qu'il aime aussi beaucoup tout ce qui est électronique et cetera. Donc on a toujours eu ça. Donc moi, j'ai jamais eu ce truc-là de me dire, «Oui, ah les belles choses, c'est pas pour moi». Pour moi, au contraire, c'était: «Non mais attends, Ouais, les belles choses, c'est la norme en fait, c'est c'est la base. la norme», tu vois? «Papa, tu m'achètes pas de la marque et comment ça se comment ça se fait?» Donc déjà ça a joué en fait, le fait quelque part que mon père était un peu dépensier, ça a joué sur ce côté-là parce que où j'ai toujours senti comme si, d'ailleurs, c'est quelque chose que le père de mon fils m'avait reproché, parce que moi j'ai acheté que tu sais, des trucs, c'est très trivial, mais, acheter du sucre Daddy, par exemple, ou acheter la lessive Ariel et lui, il venait d'un milieu plus modeste que moi et du coup, elle me disait: «Ouais, mais toi, tu as des goûts de princesse et tout ça et cetera». Mais pour moi, non, j'avais pas des goûts de princesse, c'est juste, c'est comme ça que j'étais habituée. Donc il y a ce côté-là. Après, l'autre chose qui m'a après il y a aussi le caractère. Faut pas chercher trop loin non plus, hein. Moi, mon père travaillait dans l'hôtellerie, ma grand-mère a travaillé dans l'hôtellerie, elle était gouvernante et j'avais eu une conversation une fois avec ma cousine, on était petites, hein, on était au collège, mais je m'en souviendrai toujours. Elle m'avait dit: «Oui, moi, plus tard, je travaillerai dans les grands hôtels». Parce qu'elle, c'était ça son objectif et d'ailleurs, elle a atteint son objectif, elle travaille dans les grands hôtels et moi, je lui avais dit: «Moi, mon objectif, c'est pas de travailler dans les hôtels, c'est d'être cliente dans les grands hôtels». Ouais, bah, déjà, on voit la force de caractère. Mmh. Donc tu vois déjà une petite de 11 12 ans qui te sort des bêtises comme ça, tu sais qu'elle est un peu déjà relou sur les bords et après Je pense pas que ce soit des bêtises, Maëva, hein. Je non, pense que mais tu sais, c'est peut-être, ton standard, en fait. ouais, en fait, quand je dis bêtises, c'est dans le sens où je savais pas ce que je disais. J'avais aucune idée de ce que ça coûte vraiment d'aller dans des grands hôtels, mais juste moi, je me voyais pas en fait faire, le service dans les hôtels, je me voyais plus que c'est moi qu'on va me rendre le Ouais, service, tu tu te vois? voyais pas servir les autres, tu te voyais te faire servir, en fait. Ouais, voilà, donc Comment je ça? Et dis ce qui est c'est tout à fait louable, hein, franchement. ouais, je sais pas si c'est louable, mais c'est pas bizarre en tout cas. Non, c'est pas bizarre du tout. Et après le dernier truc, l'avantage que j'ai eu aussi de rentrer dans mon travail, c'est que, comme je t'ai dit, quand je suis arrivée à mon taf, je sortais de l'école, j'étais toute jeune et j'ai vu en fait toutes ces personnes autour de moi, tous mes collègues, super cool d'ailleurs, qui gagnaient tellement plus d'argent que moi et en fait, j'avais aucun problème de dire à chaque fois: «Ah mais moi j'ai pas d'argent. Ah il faut que tu me donnes une promotion. Ah quand est-ce que je vais avoir ci? Donne-moi tel job. Nani nanana». Parce qu'en fait, j'avais tellement rien comparé à eux que je me sentais pas gênée
j'avais pas l'impression de voler quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, ouais, carrément, ouais. parfois dans des équipes, voilà, tu vas avoir des personnes qui vont avoir peur de demander la promotion parce que, elles ont pas envie quelque part, tu vois, de laisser derrière, leurs collègues et cét mais c'était moi qui étais derrière. J'étais la dernière de la classe. Mmh. Donc du coup, mais pas dernière de la classe juste par la différence d'âge, en fait, parce que mes collègues, ils ont 10, 15, 20 ans de plus que moi. Donc du coup, pour moi, j'avais aucune gêne, mais vraiment zéro gêne à leur dire: «Non, mais maintenant, il faut que vous me payiez, donnez-moi tel job, j'ai envie de faire ci, ça, ça». Donc il y a ça. Après pour la partie, tu m'as parlé en privé et ce qu'il y a en public. En fait, en privé, je parle pas beaucoup d'argent parce que, les gens n'aiment pas parler d'argent, en fait, tout simplement. Et ce que j'aime bien sur Instagram, en fait, et je le dis souvent, c'est en gros sur Instagram, je dis ce que j'ai à dire et si ça t'intéresse, tu prends, si ça t'intéresse pas, tu passes. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des configurations parce que les personnes, souvent, quand tu essayes de les aider avec leurs finances, en fait, elles ont pas envie d'être aidées. Elles ont juste envie soit de se plaindre, soit de se plaindre. Voilà. En règle générale, c'est plutôt ça. Donc du coup, je me dis: «Je préfère être dans un truc un peu one way», tu vois? Où je donne du contenu, je donne des infos, je fais: «Ah regardez, faites attention à ça» ou «Est-ce que vous savez que ça existe?» Tu vois? Plus pour, mettre un peu la graine de la réflexion Ouais. et puis après, voilà, les personnes, elles peuvent toujours, bah, me poser des questions, on échange en DM et cetera. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question vraiment, mais Oui et non, mais c'est normal. Il y avait 3000 questions dans une question et ça, c'est ma spécialité, hein, on est d'accord. Mais c'est pas grave, tu as quand même répondu à ma question et ça va me permettre de dig deeper, comme on dit, hein. Mais en termes de mindset, tu vois, aujourd'hui, toi, Maëva, qui, voilà, tu as plus rien à prouver en termes de gestion des finances, ni pour toi, ni pour les autres. Tu me diras si tu as encore des trucs à te prouver, mais je pense que non, en vrai. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un mindset qui semble, encore une fois, qui semble, hein, aussi sain sur l'argent? Parce que ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est qu'il y a pas de jugement de valeur à aucun moment. Tu vois, c'est ce que tu dis. Moi, je dis ce que j'ai à dire, je le pose là, les gens, ils aiment pas, ils aiment pas. Ça les intéresse, ils prennent, ça les intéresse pas, ils passent leur chemin et tu es fine avec ça. Et ça, j'aime bien, tu vois. T'es pas en train d'essayer de convaincre les autres. Il y a pas, tu vois, il y a pas tout ce truc où tu essayes de forcer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça, pour moi, ça dénote un rapport qui est plutôt très sain avec l'argent. Et ce qui serait intéressant, est-ce que j'aimerais bien savoir, si on peut le savoir dans cet épisode, c'est comment tu es arrivé à développer cette relation qui est saine à l'argent, en tout cas qui semble si saine. Parce que la plupart des gens, l'argent, c'est tellement compliqué, en vrai. On pense que l'argent, c'est que des numéros, mais c'est pas que des numéros. Ça, tu au croisement de tellement de choses, de l'éducation, de ta perception de toi-même, de ta valeur, de la valeur des choses, de ce que tu es prêt, parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à acheter des sacs à 8 000 balles et pas payer la cantine à leurs enfants, tu vois? Tu vois la différence? Donc, c'est tellement au croisement de beaucoup de choses qui fait que moi, et pourtant, ça fait longtemps que je m'intéresse à la question de l'argent, j'ai rarement rencontré des gens qui avaient un rapport ultra sain avec l'argent. Et tu fais partie, en tout cas, tu me donnes cette impression-là. Et du coup, je serais intéressée de savoir comment tu en es arrivé là. alors je vais pas dire que j'ai zéro problème avec l'argent, enfin, j'ai pas de problème d'argent, ça c'est sûr ça c'est sûr, en tout cas, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'apporte très, très peu d'importance au matériel. Et moi, je j'ai jamais, par exemple, acheté des vêtements pour me sentir bien. Je sais pas Mhm. si tu vois ce que je veux dire? Ça Carrément, veut ouais. dire, j'aime bien acheter des vêtements, j'aime bien les beaux vêtements, j'aime bien les belles choses et cetera, mais je me suis jamais sentie amoindrie parce que j'avais pas quelque chose de matériel. Et ça, alors, ça peut s'expliquer de différentes façons. Le fait aussi que moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai jamais manqué de rien. Parce que j'ai remarqué que les personnes qui ont eu des manques, en fait, quand ils étaient dans leur jeunesse, des fois, c'est des petits trucs anodins, mais tu vois, c'est genre, tu vas pas avoir, un cadeau pour ton anniversaire ou tu vas vouloir, une paire de baskets pour quelque chose, voilà, que tout le monde a et puis toi, tu vas pas l'avoir. Et moi, c'était plutôt moi qui avais des choses parce que comme mon père, il voyageait beaucoup, il ramenait des trucs des États-Unis, tu vois, les petites paires que personne n'avait, des trucs comme ça. Même si c'est juste une paire qu'il a payé que dalle aux États-Unis, tu vois? Et du coup, c'est vrai que, moi, tout ce qui est le physique et cetera, c'est pas quelque chose, enfin, quand je dis physique et matériel, c'est pas des choses qui m'intéressent. Et franchement, bah, là, vous pouvez voir comment je suis habillée, hein. C'est un vieux pull, j'ai un jogging en bas qui va avec quand même, mais c'est vraiment moi, si tu me vois dans la rue, tu vas jamais, deviner combien je gagne et dans quel pourcent des Français je suis, par rapport à mon salaire, en fait. Parce que je suis vraiment une, j'aime bien dire clocharde, bon, je suis pas une clocharde, bien entendu, mais vraiment, basique de chez basique. Et c'est pas quelque chose où je mets ma valeur. Moi, c'est vrai que depuis que je suis petite, on m'a beaucoup valorisée plus sur mon intelligence et cetera. Donc du coup, c'est vrai que moi, pour moi, ma valeur, c'est plus dans ma tête que
dans les attraits que je peux avoir, à l'extérieur, un sac à main. Moi franchement je vois quelqu'un avec un sac à main Louis Vuitton, ça peut être une belle pièce, du coup je vais dire: «Ah, c'est super joli», mais est-ce que je vais avoir envie de l'acheter? Non. Est-ce que j'ai les moyens de l'acheter? Peut-être, certains modèles, certainement que j'ai les moyens de me les acheter, mais ça va pas m'intéresser et donc Du du coup, coup, ce que du tu es en fait train de nous dire, Maëva, c'est qu'en fait, toi, tu relis pas ta valeur personnelle en tant qu'humain au montant que tu as sur ton compte en banque, quoi. ah absolument pas, Et du absolument coup pas. et du coup, j'aime bien, j'ai l'impression que je suis en train de te psychanalyser là. Non, mais j'ai fait ça vraiment pour que, mes auditrices comprennent et mes auditeurs aussi. Du coup, en fait, comme toi, tu as jamais lié ta valeur personnelle avec le niveau d'argent que tu avais ou que tu avais pas, pour toi, tu es arrivée vraiment à avoir un rapport qui était très distant par rapport à Ouais, l'argent. voilà, c'est ça, c'est exactement le terme, c'est distant, c'est il y a l'argent, tant que je l'ai, sous la main, je l'utilise et je fais ce que je peux faire avec, mais si demain j'ai plus d'argent, ouais, bon, je serais triste parce que je pourrais me payer moins de trucs. Alors attention, hein, je dis pas que la le truc là, l'argent fait pas le bonheur, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que ma valeur, elle réside pas là-dedans. J'ai envie de contrebalancer peut-être, je pense, pendant négatif de ça, c'est que, par exemple, par rapport au salaire que j'ai, chaque fois je me dis sur ça par contre, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur parce que je Mmh. suis quand même une femme, je suis noire, je fais jeune, même si je suis pas si jeune que ça, mais je fais jeune et à chaque fois je me dis: «Mais c'est pas possible, un jour on va me dire: "Non mais en fait on s'est trompé de personne, c'est pas toi qui es censé faire ce job"». Tu vois? Ça je l'ai par contre, tu vois? Mais c'est pas quelque chose qui me stresse parce que Maëva, c'est pas son salaire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, si demain je gagne moins, je gagnerai moins, ce sera pas la fin du monde, tu vois? En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Maëva, et ce que j'entends aussi, entre les lignes, c'est que, bon, comme je l'ai dit, toi, tu as l'argent, c'est pas une notion que tu as vraiment reliée à ta valeur. Donc que tu en aies, que tu en aies pas, c'est juste un état de fait. C'est pas quelque chose qui va te définir. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, peut-être tu l'entends pas comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est qu'en fait, c'est un peu un jeu, quoi. Donc si un jour il t'arrive là, aujourd'hui, tu as de l'argent, en tout cas, tu as un certain niveau d'argent qui peut être beaucoup pour certains et pas beaucoup pour d'autres, hein, ça dépend où tu te positionnes. Mais j'ai le sentiment que tu es en train de nous dire que si demain, il t'arriverait de ne plus en avoir, autant que tu en as maintenant, bien sûr par rapport au niveau comme j'ai dit, hein, et ben, tu aurais aucun problème pour en créer. Parce qu'en vérité, tu as confiance en toi pour savoir comment en faire. Non, mais c'est ça, en C'est fait, le juste ou truc pas? oui, non, c'est correct, c'est des choses en fait, je me dis toujours: «Bon, déjà quelque chose que tu as fait une fois, tu peux le faire 2 fois». C'est vraiment le côté, comme tu dis, comme un jeu. Tu sais, moi, je dis à chaque fois: «Je suis pas une révolutionnaire», oui, tu sais, il y a toujours, il y a des gens qui veulent lutter contre le capitalisme et tout ça, il y a un moi, je l'ai déjà dit, moi, je suis une mercenaire. Ça veut dire, il y a un jeu, ils ont expliqué les règles du jeu. Ils ont dit: «Faites des études, allez choper un job, corporate pour faire de la thune. Vous aurez un CDI avec un gros salaire, vous allez acheter de l'immobilier et c'est comme ça que vous allez être riche». En gros, hein. En gros, les règles, il y a d'autres règles, bien sûr. Il y Les a le règles jeu affichées en tout cas. voilà. Après, il y a le niveau expert. Là, tu deviens entrepreneur, tu vas chercher des gros billets et tout, nin nin. Mais moi, j'ai choisi la version plus feignante. Franchement, je le dis tout le temps que je suis feignante, c'est vrai. Je me suis dit: «Eh, si je dois faire 2 ans ou 3 ans d'études de plus pour pas me prendre la tête après, plus tard, à essayer d'escalader, une montagne pendant 10 ans, pour aller choper une promotion». J'ai dit: «En plus» et franchement, tu es une femme noire, si jamais tu commences déjà dans un rôle subalterne, c'est je dis le terme subalterne, dans le sens où tu es pas, supérieure, c'est pas que c'est un job naze, mais l'énergie que ça va te prendre de monter pour passer d'agent de maîtrise à cadre, mais fais tes 3 ans d'études, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit. Après, je dis pas que tout le monde doit faire de longues études et cetera. Il y a des gens qui aiment pas l'école, il y a des gens qui sont pas faits pour l'école, il y a des gens que ça n'intéresse pas tout simplement, même s'ils pourraient être forts à l'école. Mais moi, j'ai choisi le chemin j'avoue, de la facilité et je me suis dit: «Autant commencer, tu vois, tout de suite, niveau X». Je vais pas commencer au niveau 1, ça sert à rien parce que moi, pour moi, si je commence au niveau 1, ça veut dire que j'arriverai jamais au top. Parce Ouais, que ouais, ouais. le parcours qu'il faut faire pour passer les obstacles, c'est trop difficile. Donc moi, j'ai juste pris le carnet de route qu'ils ont donné. Pour moi, ça a fonctionné, il y a des personnes pour qui ça fonctionne pas et si jamais demain les règles du jeu, elles changent, je m'adapterai sans 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 problème. sourciller. J'aime bien que tu parles des règles du jeu parce qu'en réalité, bon, comme tu l'as dit, hein, quand on est jeune, c'est-à-dire quand on n'est pas encore dans la vie active, on nous dit que en tout cas les gens de ta génération et de la mienne, puisqu'on a la même génération, on nous a toujours dit: «Travaille bien à l'école, tu auras un bon salaire et comme tu auras un bon salaire, tu pourras acheter de l'immobilier, tu pourras te construire un patrimoine et en gros, tu auras une vie plutôt correcte». Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que
Ils nous ont menti. Ce n'était Ouais, pas nous, la on est passé entre les mailles du filet peut-être, mais Ouais, mais en fait, moi, plus, tu vois, et parce que je suis dans la même configuration que toi, j'ai un job salarié et puis à côté, j'ai ma boîte, en tout cas, j'ai mon side business qui est ma juste valeur. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, la réalité de la richesse, c'est-à-dire les gens qui sont, pas les gens qui sont riches qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les gens qui ont beaucoup de patrimoine. C'est ça la richesse. La richesse monétaire, hein. Il y a d'autres richesses, on est d'accord. C'est des gens qui ont hérité du patrimoine. Et aujourd'hui, on le voit, tu vois, en réalité, le travail, il ne paye plus. Aujourd'hui, ce qui paye, c'est ton patrimoine. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant cet engouement sur le fait de savoir gérer ses finances, de se construire un patrimoine, etc. Parce que, qu'on s'en rende compte ou pas, on s'est tous plus ou moins rendu compte qu'en fait, le salaire, c'était bien, mais que ça n'allait pas être suffisant si tu non, mais voulais le dire. salaire, c'est un tremplin, en fait. Si ton salaire, tu décides de le balancer pour avoir le lifestyle de je sais pas quelle influenceuse, tant pis, tu vois ce que je veux dire? Mais je vois clairement, tu vas à la banque, plus en ce moment et d'ailleurs, en ce moment, ce qu'ils ont dit, moi, c'est mon interprétation des différentes lois et règles et tout qui sont en train de passer. Ils ont dit: «Les pauvres, vous allez rester pauvres, c'est Mais tout». c'est le but depuis le départ, Maëva, hein. Non, mais pendant les Ouais, les les 10 dernières années, tu pouvais emprunter ultra facilement, tu avais des modes de calcul, du taux d'endettement, le différentiel et cetera qui te permettaient de t'endetter plus ou moins à l'infini, et là, en gros, ils ont dit, «Allez, maintenant, c'est fini, les pauvres au travail», jusqu'à jusqu'à jus épuisement, ouais. jusqu'à épuisement, en fait. Donc après, je dis pas que les gens qui ont pas pu prendre le wagon, des 10 dernières années, de l'immobilier vont pas s'en sortir. C'est pas ce que je dis. Mais là, franchement, on rentre dans une époque où si jamais tu prends pas la main sur tes finances, tu vas plus être vierge. Faut rester faut rester Et pas poli. de l'endroit qui est conventionnel. Non, mais c'est super important, en fait et surtout pour les femmes, en fait. Parce que quand les temps sont durs, les mauvaises habitudes, reviennent vite. Ouais. Ça revient très, très vite. Moi, je vois dans ma boîte, pendant un moment, on avait des nanas dans le top management et tout et puis quand ça commençait à tanguer et tout, je peux dire que toutes les meufs, elles sont passées par-dessus bord, hein. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, Simone de Beauvoir, elle l'a dit, hein, il suffit d'une crise politique pour voir les droits économiques, la liberté des femmes, etc. J'ai plus la citation en tête, mais en gros, c'est ce qu'elle disait, quoi, pour enfin, la condition des femmes remise en question. Il y a un truc que tu as dit, Maëva, sur lequel j'aimerais revenir, que j'aime beaucoup, en tout cas sur lequel j'aimerais qu'on approfondisse, c'est tu m'as dit, Insaf, moi je suis une mercenaire. Et en fait, je kiffe ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est la quintessence de la badass. Après, c'est mon opinion à moi, évidemment, tout le monde a le droit d'être d'accord ou pas être d'accord. Mais en fait, j'observe autour de moi tellement de femmes qui travaillent dans des entreprises comme si c'était la leur, qui donnent tout, qui brûlent, mais vraiment qui brûlent leur énergie, leur jus de cerveau, tout ça, jusqu'à en être brûlées, tu vois. Et qui, quand elles demandent ne serait-ce que d'être rémunérées à leur juste contribution, tu vois, pas plus, juste, mec, je t'apporte tant sur la table, donne-moi une part du gâteau qui est juste normale. Eh ben, elles se font rabrouer que aujourd'hui, moi, j'ai développé une mentalité de mercenaire, c'est-à-dire aujourd'hui, quand c'est une entreprise dans laquelle tu travailles parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que cette source de revenus était plus facile à obtenir qu'une autre. Et donc, ton employeur, c'est ton premier client. Moi, c'est ça mon mindset, hein. Mon employeur actuel, c'est mon premier client parce que c'est celui qui me permet d'avoir une source de revenus qui est certaine et qui est aussi régulière. Mon side business, c'est mon business. Là-dessus, si j'ai envie de suer sang et eau et de me foutre en fire dedans, je le ferai parce que c'est le mien, mais mon employeur, c'est pas le cas. Et du coup, en fait, cette mentalité de mercenaire, et pourtant, tu vois, le mot mercenaire, ça a une connotation qui est négative. Mais je trouve que les femmes, on est obligé de faire ce stretch-là, parce qu'en réalité, si tu te dis pas que tu es mercenaire, tu te fais tellement happer par le système que tu te retrouves à être la gentille bonne maman, tu vois, à ce qu'on appelle le mothering. Tu finis par mothering ton équipe, tu finis par être la maman de ton équipe, maman de ton entreprise, etc. C'est-à-dire la nana qui est censée donner tout ce qu'elle a, se sacrifier à l'hôtel de la boîte et en retour avoir trois clopinettes. Ouais, après, peut-être c'est ce qu'on met derrière le mothering, justement, parce que moi, justement, je suis plutôt une maman très, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais tu sais, les mamans qui laissent, les petits, faire leur vie, tu vois? Moi, j'en ai qu'un seul et puis après, bon, je pense le match parent-enfant, il est toujours bien fait. Et donc mon fils, il est ultra autonome. Moi, j'ai pas besoin de le surveiller, de machin et cetera et du coup, tu vois, ce côté-là maternel et puis après aussi, j'ai pas grandi comme ça parce que j'avais pas de mère, en fait. Donc moi, on m'a jamais maternée. Souvent, je dis oui, avec mon frère, on nous appelait enfants sauvages parce que notre père, bon, bien sûr, il nous donnait à manger, on se lavait, machin et cetera mais il y avait pas de côté,
le truc que tu vois des mamans qui pouponnent, qui machin, tu vois? Nous, on n'a pas vécu là-dedans, en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose, bah, que j'ai reproduit ni avec mon fils et ni, en fait, dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mon entourage. Bon, on est tous des adultes, hein, donc voilà, quoi. Ouais, mais tu vois, la plupart des femmes, en fait, toi, tu as une configuration qui est particulière et qui t'a servi au final, tu vois? Même si c'est un événement qui est, j'imagine, douloureux, malheureux, tout ça, tu vois? Mais au final, dans ta vie, ça t'a servi à être vraiment dans le faire, de pas attendre que les autres fassent, et cetera, et même dans l'éducation de ton fils. Mais la majorité des femmes, en fait, on est dans ce truc où, et moi je le vois aussi avec mes clientes, tu vois, tu sais, limite, leur entreprise, c'est comme leur bébé. Donc elles font tout, elles attendent rien, et cetera. Et le fait de dire on est des mercenaires, ben, le fait de faire ce stretch-là de l'autre complètement dans l'autre côté, ben, ça te remet un peu les idées en place et ça te permet de donner que ce que tu dois donner. T'assurer que tes intérêts, à aucun moment, ne sont pas C'est ça. respectés. Et en plus, tu sais, dans mercenaires, il y a mère, hein. C'est vrai. Bien C'est les vu. mercenaires. Non, non, bien vu, Mais bien vu, mais bien vu, bien mais vu. mais tu vois, en fait, le truc, c'est que faut pas le voir négativement, un mercenaire, hein. Le mercenaire, à la fin, il fait ce qu'il fait parce qu'on le paye pour qu'il fasse ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? Si on lui dit de faire un truc bien, si on lui dit, d'aller récupérer un enfant kidnappé, bah, j'imagine que le mercenaire, il le fait quand même. C'est pas forcément bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas utilisé comme ça, mais ce que je veux dire, c'est la personne qui est vraiment elle a un objectif et on lui a dit: «Faut que tu atteignes cet objectif-là». Et c'est tout, en fait. Tout ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif-là, fais-le, ça nous intéresse pas. Et en fait, en gros, c'est ça, c'est moi, je me dis tant que bon, bien sûr, je ne fais de mal à personne, je ne cause de tort à personne. Moi, je fais pas de politique, tu me verras jamais dans des cancans au travail, pour dire: «Ah, un tel a fait ci, un tel a fait» ah non, moi, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire et bon an, mal an, bah, finalement, ça se passe plutôt bien et ça roule. J'ai la chance aussi d'avoir un très bon environnement de travail parce que des fois, quand j'entends des anecdotes des personnes au travail, je me dis: «Mais le monde est complètement fou». Moi, dans ma boîte, c'est pas comme ça, en tout cas pas avec les gens avec qui je travaille et c'est vrai que oui, il faut être mercenaire en vrai. Faut savoir, tu peux dire: «Beh, je suis mercenaire pour ma famille». Moi aussi, enfin, j'ai mon copain, mais on vit pas ensemble. Donc moi, pour moi, c'est comme si je suis moi avec mon fils. Bon, son père est là, hein, c'est pas père absent ou quoi que ce soit, j'ai pas ce problème-là. Mais je me dis en fait, bah, tout ce que je vais avoir, aujourd'hui, ce sera que par, mon travail. Donc si j'attends qu'il y ait un mec, alors pas mon manager, parce que mon manager, il est super cool, même celui d'au-dessus, ça va, mais tu vois, si tu commences à penser que le PDG de ton entreprise, il a quelque chose à faire de toi, bah là, tu es foutu, en fait. Parce qu'il en a absolument rien à faire de toi Mais en fait, tu vois, et c'est pas grave. par exemple, dans les règles du jeu du monde de l'entreprise, enfin, je sais pas toi quelles sont les celles que tu as compris, mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé dans le monde de l'entreprise, j'ai cru que on est une famille, on est une team, le team spirit. Tu vois, c'est ce sentiment de faire partie de quelque chose plus grand que toi, de faire partie d'une équipe, et cetera. Et en fait, tout ce narratif-là avec lequel on nous abreuve, finalement, participe au fait que certaines femmes, certains humains qui se trouvent être des femmes, qui se trouvent parfois être des femmes qui sont à l'intersection de plein de trucs, se retrouvent à se mettre en retrait ou à se sacrifier pour l'équipe. Tu vois, la même manière qu'une Non. femme se sacrifie pour la famille. Il y a beaucoup de femmes qui font ça. Et du coup, le fait de dire je suis mercenaire, ça veut pas dire que tu es une bitch sans cœur qui est prête à écraser tout le monde. Ça veut pas dire non plus que tu es la serpillière. Ça veut dire que tu es une meuf Non, au milieu qui est prête à défendre tes intérêts. non, mais c'est bien ce que tu dis. En fait, ça me fait réfléchir un peu à ma configuration parce que moi, déjà, ma boîte, c'est une boîte américaine à la base. Donc, en fait, eux, ils étaient tellement dans le too much que tout de suite, en tant que Française, tu sais, tu dis: «Bon, OK, Calmez-vous, les gars. ouais, calmez-vous, ça c'est du marketing, marketing interne, il y a pas de problème. On a l'habitude des Américains, pas de souci, tu sais, les gros shows, les machins et tout». Donc ça, on avait l'habitude, donc je me dis: «Ouais, bon, OK». Et en fait, moi, la chance quelque part que j'avais, c'est que j'étais tellement un ovni dans ma boîte. Mhm, Je suis la seule femme cadre. Je peux aller dans des une fois, on avait fait une réunion en Europe, équipe Europe, toutes les sales, tous les commerciaux mhm, et les fonctions autour des commerciaux. Déjà, je suis une femme dans la tech. Déjà, je suis une femme dans la tech. Je suis une femme noire dans la tech. Donc en fait, j'ai tellement aucun reflet de moi à l'intérieur de mon entreprise que je peux pas me considérer comme faisant partie de la famille. Tu vois, moi, je me sens toujours comme, bon, l'enfant adopté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée pour les personnes adoptées, je sais pas ce que ça veut dire, mais je c'est comme si tu es sur la photo de famille, tu t'entends bien avec tout le monde, mais tu sais que, tu vois, I don't belong here, tu vois? Je suis pas d'ici, en fait. Il se trouve que j'ai atterri là, par hasard. Je sais pas si c'est par hasard. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, j'ai pas ce sentiment parce que je sais que mes collègues, ils n'ont pas la même vie que moi, en fait. Ils connaissent pas ma vie, ils savent pas c'est quoi être, mère célibataire, ils savent pas c'est quoi de grandir en banlieue, ils savent pas ce que c'est d'être une femme, ils savent pas ce que c'est d'être une femme noire, ils savent pas ce que c'est d'être noire. Enfin, en fait, on a tellement de différences et ça nous empêche pas de bien nous entendre, hein.
Parce Mmh que c'est mh. des personnes qui sont hyper intelligentes, super cultivées et tout, mais il y a des moments, tu vois, qu'ils savent pas dans quel monde ils vivent. Une fois, j'ai Ouais, un collègue c'est le qui même avait dit univers au final, ouais. ouais, voilà, il y a un collègue, une fois, il a dit: «Oui, moi, je suis classe moyenne». On l'a regardé comme ça avec un autre collègue, on a dit: «Non, mais bon, si tu veux». En fait, on n'a même pas pris C'est la vraie classe moyenne, ouais. oui, voilà. Eux, ils ont aucune idée, en fait, d'où ils sont dans la société et c'est pas grave, tu vois? Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pas les mêmes challenges, j'ai pas les mêmes assurances, j'ai pas tout ce qu'ils ont, en fait. Mmh. Du coup, Maëva, on en a parlé un petit peu, même beaucoup, hein, depuis tout à l'heure, tu es à la fois et salariée et entrepreneur. Comment tu arrives à maintenir cette muraille de Chine entre tes 2 activités? Parce qu'avec toi, on le perçoit vraiment. Il y a une vraie muraille de Chine. Tu communiques pas sur le nom de ta boîte, tu communiques même pas sur ton nom de famille. Enfin voilà, il y a aucun moyen de te retrouver. Évidemment, si tu es un stalker, tu pourras essayer, mais en fait, si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu sais qu'il y a une certaine Maëva qui évolue, sur les réseaux sociaux et qui partage des conseils financiers, mais on peut pas remonter le fil vers toi. Et ça implique que tu as mis une véritable muraille de Chine entre ton job de salarié et Maëva, mon budget bento. Comment déjà tu as réussi à faire ça? Parce que des fois, plus tu avances dans le temps et plus tout s'entremêle. Et pourquoi tu as dressé cette muraille de Chine en réalité? Alors la première raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que je suis commerciale. Mmh mh. Donc, je ne veux pas que mes clients sachent quel est mon patrimoine, même si je parle pas beaucoup de mon patrimoine. Je donne des petits indices par-ci par-là, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment une idée de mon patrimoine parce que voilà, juste par la neutralité en fait, voilà. Aussi, je peux me permettre de faire ça parce que comme j'ai dit, tous mes collègues, c'est des mecs qui ont, allez, qui ont tous plus de 40 ans, 45. Instagram, ils connaissent pas, ça les intéresse pas, c'est des ingénieurs, tu vois? Eux, ils préfèrent te parler de mécanique, de maths, des trucs comme ça, tu vois? Donc en fait, ils sont tellement pas dans le monde des réseaux que j'ai des collègues, hein, qui m'ont trouvé, tu vois? J'ai des Mmh. collègues qui m'ont trouvé, mais il y en a plein qui savent pas. Mon boss, je lui ai dit, mais je lui ai dit parce que, j'avais fait un webinaire avec une banque en ligne et je me suis dit: «Ouais, j'aimerais pas que» parce que j'aime beaucoup mon manager, tu vois? «J'aimerais pas qu'il le découvre, comme ça, un jour en recevant une newsletter de cette banque-là», tu vois? Je me suis Ouais, dit: «Non, ouais. quand même, ça se fait pas». Donc voilà, je lui ai dit, puis il a super bien accueilli la nouvelle d'ailleurs. Mais oui, je préfère, en fait, raconter ce que je fais dans la vie, ça n'apporte rien à mon message et au contraire, ça peut même desservir mon message parce que le problème, c'est que ça, c'est un peu la mentalité en France, très défaitiste, tu vois? «Ah oui, mais elle gagne bien sa vie, c'est pour ça qu'elle arrive à faire ci, c'est pour ça qu'elle arrive à faire ça» et donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de même si je le dis souvent pour dire: «Attention, j'ai un salaire plus important que la moyenne des Français» et cetera, donc c'est pour ça que je vous explique pas tout ce que je fais parce que de toute façon, vous pourriez pas forcément suivre ce que je fais et de toute façon, il y a pas d'intérêt aussi à suivre ce que je fais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs, on n'a pas le même patrimoine, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes structures familiales. Mais donc l'idée, c'est vraiment de d'être le plus neutre possible pour que les personnes, en fait, n'aient pas de biais en se disant: «Ouais, mais elle arrive à faire ça parce que si, ça, ça». En fait, juste ne sachez rien sur moi et faites Ouais. juste comme si j'étais une feuille vierge et juste vous, écrivez-vous votre propre stratégie, vos propres objectifs parce que votre vie n'a rien à voir avec ma vie. C'est hyper intéressant ce que tu dis Maëva, parce qu'en principe, la plupart des coachs qu'on trouve en ligne, c'est des gens qui te disent: «Oh regarde ce que moi j'ai réussi à faire, donc toi aussi tu peux réussir à faire. Viens, je te montre comment le faire». Et en fait, quand tu grattes un peu, tu vois que les personnes, c'est des grosses mythos. Si elles sont arrivées à faire des trucs, c'est parce qu'elles ont des mecs qui ont des CDI ou Oh des my mecs god! qui ont des CDI ou en fait ils ont du patrimoine et cetera et en fait, ils se construisent un storytelling qui est complètement mensonger, tout ça pour vendre leur formation et c'est là où moi je trouve qu'ils vont évidemment trop loin. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu prends le contre-pied de tout ça, en fait. Toi, tu racontes rien justement pour pouvoir, et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais par rapport à tes collègues, parce que juste, je vais te partager une anecdote qui va peut-être te parler. Moi, mes chefs, voilà, je suis dans ma boîte, il y a plus de 5 ans maintenant et en tout cas, j'ai jamais caché, ce que je faisais parce que pour moi, ça fait partie de moi, c'est ce que je fais. Maintenant, je le brandis pas comme je le brandis pas, mais en même temps, bah, voilà, je vais pas me cacher parce que ça fait partie de moi, tu vois? J'ai honte de rien. Et du coup, j'ai toujours été très transparente avec, notamment ma boss qui m'a toujours très beaucoup soutenue et cetera, même arrangée des fois. Et en fait, quand j'ai sorti le bouquin, il y a beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de promos, notamment sur les radios et cetera et en télé. Et il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées qui m'ont dit: «Mais Insaf, tu as écrit un bouquin? Mais mon Dieu, mais on est parti regarder, mais on ne savait pas tout ça! Oh là là, mais tu as complètement une deuxième vie!» Et en fait, moi, ça me semblait tellement, tu sais, c'est hyper drôle. C'est comme si, tu avais été découverte et pour te partager aussi une autre anecdote, tu sais, en vrai, quand j'ai commencé le podcast, au départ, je voulais pas donner mon identité. Genre, c'était, la personne, tu sais, un peu comme dans Gossip Girl, quoi. Ouais. Sodexo, Le ma juste corbeau, ouais. valeur.
communiques aussi ton salaire comme ça. XOXO, Manu Juste Valeurs. Et puis après, je me suis dit, incarne le truc. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de confronter les situations avec toi. Maëva, on a abordé beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on aborde deux choses avant de terminer cet épisode qui est déjà très long. Et parce que pour ne rien vous cacher, à toutes et à tous, je dois aller chercher mes enfants et je suis déjà en retard. Il y a un truc que j'aimerais parler, notamment ce point-là, sur lequel j'aimerais échanger avec toi parce que j'aimerais bien avoir ton avis. Pour moi, la vie, c'est pas le travail. C'est pas accumuler de l'argent façon Picsou et s'asseoir en haut de sa pile de thunes et dire ah regardez je suis plus important que vous parce que je suis arrivé à accumuler plus d'argent que vous. Pour moi l'argent c'est le kiff. Et en fait on a parlé tout à l'heure tout ce mouvement FIRE etc. Les gens qui sont frugales, financièrement frugales etc. Et même d'autres comptes qui parlent des sujets d'argent qui sont sur Instagram ou autres, en tout cas d'autres initiatives, où il y a un truc qui m'agace, moi, où tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il faut toujours essayer de dépenser moins. Et en fait, moi, je trouve que l'argent, il faut lui donner son utilité première, c'est-à-dire il est là pour pouvoir te faire kiffer. Et moi, en fait, si tu veux, si je gagne aujourd'hui de l'argent, c'est parce que quand j'ai envie de faire un truc, j'ai pas envie de demander l'autorisation à l'argent, tu vois. J'ai pas envie d'appeler et dire, hé, argent, tu me donnes l'autorisation d'aller en voyage, tu me donnes l'autorisation d'avoir une femme de ménage, tu me donnes l'autorisation de faire X, Y. Non, j'ai envie d'en avoir suffisamment pour demander l'autorisation à personne. Et j'aurais aimé avoir ton opinion là-dessus parce que, tu vois, je sens arriver tout ce mouvement-là qui demande aux gens de pas dépenser, d'économiser, etc. Et en fait, je trouve que quelque part, on en oublie son utilité première et le sens de la vie, qui est de kiffer. Là, tu pourras pas trouver, une meilleure alliée que moi parce que moi déjà, tu sais, j'aime bien appeler les gens, je leur donne des noms et tout donc j'ai la team centime. Donc déjà la team centime, c'est ceux qui font leur budget au centime près. Je leur dis déjà: «Pourquoi en fait? Ça sert à rien». Ça sert à rien, ça entretient l'esprit de manque, de: «Ah attention purée, là j'ai pas compté 50 centimes, là j'ai» arrêtez de compter comme ça sert à rien. En fait, ça va pas changer votre vie, les 50 centimes de la facture d'électricité, en fait. Donc arrondissez déjà, ça va vous changer la vie et ensuite, l'autre point, c'est aussi, ce que j'appelle les fétichistes de l'épargne. Ils ont de l'épargne et tu sais, genre, ils veulent pas le toucher et donc eux, pour les aider un peu à dépenser, je leur dis: «Compartimentez votre épargne. Vous avez votre épargne de précaution, ouais, ça, faut pas y toucher, c'est le petit trésor de guerre et tout au cas où. Mais après, il faut avoir son petit budget pour les vacances, son budget pour les cadeaux, son budget pour, son petit hammam, du mois», tu vois? Des trucs comme ça et du coup, moi, franchement, enfin, je me dis: «Si j'ai beaucoup d'argent, mais c'est juste pour regarder des zéros sur mon compte, à la fin» tu sais, c'est comme je te disais au début, hein, comme ça on aura fait le tour, mais je te disais, moi, mon père, il voyageait beaucoup. Moi, j'adore voyager. Je suis d'origine antillaise, donc j'aime retourner aux Antilles pour retourner, voilà, dans ma culture, voir ma famille, etc. Et du coup, l'argent, c'est ça ce que ça me permet de faire. Ça me permet, tout à l'heure, tu as parlé de la femme de ménage, mais oh my God, le nombre de couples à chaque fois que je vois des trucs, ouais, charge mentale, charge mentale, charge mentale et mais il y a la moitié de ces couples-là qui ont leur charge mentale, au sommet du mont, de l'Himalaya. Mais prenez une femme de ménage, en fait, arrêtez de vous battre pour le repassage et étendre le linge et puis je sais qu'il y a des gens qui vont, en m'entendant dire cette phrase, qui vont dire: «Ah mais c'est facile pour elle, elle a des sous et tout, hein». C'est accessible à beaucoup plus de monde que ce qu'on ne croit et ça vous coûtera certainement moins cher que le psy. Ou qu'un divorce. Ou qu'un divorce! Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un divorce. Donc franchement, c'est l'argent, ça permet tellement de choses et c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit: «Attention, je suis pas en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur» parce que l'argent, ça vous permet de faire tellement de choses, de prendre soin de vous délester de certaines charges, même si c'est juste, ponctuellement. Je sais pas, prendre un temps pour soi, faire garder ses gosses par une baby-sitter pour profiter avec, son mec ou son mari, enfin tu sais, des fois, c'est des petits trucs, c'est pas des trucs, oui, partir à Dubaï et dépenser, 10 000 € en 10 jours, tu vois? C'est pas ça. Ça peut être des choses aussi très, très simples. Donc Absolument, ouais. Je suis complètement d'accord. l'argent, c'est la vie, hein! C'est pas moi qui ai fait les règles du jeu, comme j'ai dit, hein, donc je ne fais que me plier au truc, hein. Le jour où on pourra payer en bisous et encore, je suis sauvage, je préfère payer avec de l'argent. Vous n'aurez pas mes lèvres. Non, 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 juste comme ça, de loin. Écoute, Maëva, j'ai tellement de questions encore à te poser, mais bon, il va falloir Il faut mettre un couper. terme à cet épisode, mais on en enregistrera peut-être un deuxième. Écoute, ton invitation sera la bienvenue. Merci, merci infiniment. Écoute, Maëva, avant de se quitter, j'aimerais quand même partager ton actualité, parce que ton actualité est toute chaude en ce moment, notamment avec la sortie de ton carnet sur la gestion des finances. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Et si tu as d'autres actualités, n'hésite pas à la partager. Déjà, merci d'en parler. Le carnet chez Alizio, donc d'ailleurs dans le carnet, j'ai mentionné
ton livre, Ah! et ton podcast. Oh, Donc merci. oui, oui, Mais oui, il aurait fallu me le dire. Ah là là, mais attends, je vais lâcher tout de suite. Non, je vais demander à Alizio parce que team Alizio, toi et moi, hein. oui, voilà, exactement. Donc je me suis dit: «Ouais, comme c'est la même maison d'édition, bah, autant en profiter», tu vois? Pour faire un petit instant pub, J'ai partagé le tien aussi, hein, dans les recos du mien. ah! Top! Bah, finalement, tu vois, on s'était pas encore parlé, mais la connexion, elle était déjà là. C'est ça. Et ouais, donc ouais, le carnet qui vient de sortir, bah, c'est un mix entre la méthode Bento, comment gérer son budget et un planeur. Donc parce que moi, ben, justement, l'idée, je suis vraiment contre le truc budget. En fait, je le dis tout le temps, ça c'est important, même si c'est à la fin de le dire, le budget, c'est naze. Passez-y le moins de temps possible et passez plus de temps sur la partie projection, mes projets, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes objectifs. Ça, pour moi, c'est ça la partie la plus importante. Et ensuite, bah, ton budget, tu le cales en fonction de ces objectifs-là. Donc, bah, le carnet, il sert un peu à ça aussi. Et puis, non, sinon, après, j'aurais d'autres choses, mais pour l'instant, je peux pas en parler encore. Mais bientôt. Bon, bah écoute, bah, tu reviendras comme ça pour en parler. Yes. Je pourrais continuer à te poser toutes mes questions. Voilà, avec plaisir pour une deuxième partie. Bah ouais, avec grand plaisir. Écoute, Maëva, un grand merci pour tout, pour ton authenticité aussi et ce moment fun qu'on a passé toutes les deux. J'ai vraiment apprécié enregistrer cet épisode avec toi. J'ai mal aux joues à force de, force Ah de ouais, je sais, rigoler. moi aussi, ça se voit pas à l'écran, mais tu m'as vu sourire et nod avec la tête tout le long. Merci pour tout, Maëva. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et alors, pour tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Maëva, @monbudgetbento. Vos finances vont changer. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Insaf. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.